C'était un mardi tout à fait ordinaire quand ma vie s'est effondrée. Le ciel au-dessus de Berlin était gris, à l'image de mon humeur ces dernières semaines. Je m'appelle Thomas Weber, j'ai 42 ans, et jusqu'à récemment, je me croyais marié à une femme heureuse. Sabine et moi étions mariés depuis 15 ans, nous avions 2 enfants merveilleux et une maison confortable en banlieue. Tout semblait parfait. Mais, comme on dit, la perfection n'est souvent qu'une illusion. Ce mardi-là, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Un rendez-vous avait été annulé et j'ai pensé que je pourrais surprendre Sabine. Peut-être lui proposer un dîner improvisé ou simplement boire un verre de vin ensemble. En ouvrant la porte, j'ai entendu sa voix venant du bureau. Elle riait, un rire que je n'avais pas entendu depuis des mois. Du moins, pas à mon égard. Demain à la même heure ? Demanda-t-elle d'une voix que je reconnaissais à peine. Douce, séductrice, pleine d'anticipation. Oui, je sais. Tu me manques aussi. Je restais cloué sur place. Mes pensées s'emballaient. À qui s'adressait cette phrase ? Quelle était la voix à l'autre bout du fil ? J'aurais pu claquer la porte, me faire remarquer. Au lieu de cela, je me suis faufilé silencieusement et j'ai quitté la maison. J'ai conduit sans but à travers la ville, mes pensées un véritable enchevêtrement de suppositions et de doutes. Était-il possible que Sabine me trompe ? Ma Sabine, la femme avec laquelle j'avais bâti une vie, la mère de mes enfants ? Je ne pouvais pas y croire, je ne voulais pas y croire. Mais le doute était semé et il commençait à proliférer. Les jours suivants, je l'ai observée de plus près. La façon dont elle examinait son apparence avec un soin particulier le matin, la façon dont elle recevait des messages sur son téléphone plus souvent qu'avant, la façon dont elle commençait soudainement à parler des heures supplémentaires. Sabine était professeure dans un lycée, et les heures supplémentaires n'étaient certes pas rares, mais elles s'étaient accumulées de manière suspecte ces derniers temps. Après une semaine de doute et de torture, je me suis décidé à franchir une étape que je n'aurais jamais cru possible. J'ai installé une application de surveillance sur son téléphone pendant qu'elle dormait. Un acte que j'aurais autrefois condamné comme une trahison de confiance. Mais qu'en était-il si ma confiance avait déjà été brisée ? Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Dès le lendemain, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un SMS d'un certain Michael à Sabine, hier, c'était magnifique. J'ai hâte de te retrouver. Mon cœur a raté un battement. Michael. Le nom résonnait dans ma tête. Je le connaissais. C'était un collègue de Sabine, un professeur de mathématiques qui avait rejoint son école il y a 1 an. Je l'avais rencontré lors d'une fête de Noël, un type charmant avec un sourire éclatant. À l'époque, j'avais pensé qu'il serait une bonne influence sur le corps professoral. Maintenant, je savais à quoi m'en tenir. Les semaines suivantes, je les ai passées comme en état de transe. Extérieurement, je continuais ma vie, j'allais au travail, je jouais avec les enfants, je souriais lors des repas de famille. Mais intérieurement, j'étais mort. Chaque message que Sabine recevait, chaque réunion parents-professeurs, chaque formation continue, n'était pour moi qu'une confirmation supplémentaire de son infidélité. J'ai rassemblé des preuves, enregistré des messages, noté des dates et des heures de ses absences. Je suis devenu un détective dans ma propre vie, une ombre qui espionnait sa femme. C'était humiliant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais savoir jusqu'où allait cette trahison. La réponse est venue un vendredi après-midi. Sabine avait dit qu'elle devait assister à une conférence d'enseignants. Je savais que c'était un mensonge, car j'avais vu les messages échangés entre elle et Michael. Ils se rencontraient dans un hôtel en banlieue. Je l'ai suivie, j'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Elle est arrivée à l'heure, portant une robe que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. 5 minutes plus tard, Michael est arrivé. Ils se sont embrassés dans l'ombre de l'entrée de l'hôtel, avant d'entrer. C'était comme si quelqu'un me plantait un couteau dans le cœur. J'ai attendu 2 heures. 2 heures pendant lesquelles j'ai imaginé ce qui se passait dans cette chambre d'hôtel. 2 heures pendant lesquelles j'ai envisagé d'y faire irruption et de les confronter. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis rentré à la maison, j'ai fait un sac et j'ai laissé un mot, je suis au courant. Je suis chez mon frère. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de mon père. J'ai pleuré sur mon mariage, sur ma famille, sur l'avenir que j'avais imaginé et qui était maintenant réduit en miettes. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sabine. Je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un SMS,
il faut qu'on parle. Mais pas maintenant. J'ai besoin de temps. Ce temps, je l'ai pris. Une semaine chez mon frère, pendant laquelle j'ai essayé de remettre de l'ordre dans mes pensées. Devrais-je me battre pour notre mariage? En valait-il la peine? Pourrais-je à nouveau lui faire confiance un jour? Quand je suis rentré, Sabine était assise à la table de la cuisine. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient rougis par les larmes, son visage pâle. Elle leva les yeux quand je suis entré dans la pièce. Thomas, dit-elle d'une voix brisée. Je suis tellement désolé. Je me suis assis en face d'elle. Depuis combien de temps ça dure? Ai-je demandé calmement, bien que je bouillais de rage à l'intérieur. 4 mois, répondit-elle doucement. C'était une erreur. Je ne sais pas comment c'est arrivé. 4 mois, ce n'est pas une erreur, Sabine. 4 mois, c'est une décision. Une décision que tu as prise, chaque jour, à nouveau. Elle baissa les yeux. Je sais. Et je ne peux pas revenir en arrière, même si je le voulais. Pourquoi, demandai-je, ma voix se brisant. N'étais-je pas assez? N'avons-nous pas tout ce qu'on peut désirer? Sabine me regarda, les larmes aux yeux. Cela n'avait rien à voir avec toi, Thomas. C'était, je ne sais pas. Je me sentais vue, comprise. Michael me traitait comme si j'étais plus qu'une simple épouse et mère. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Et que suis-je pour toi? Un meuble? Un colocataire qui paie les factures? Non, s'écria-t-elle. Tu es mon mari, le père de mes enfants. Mais à un moment donné, nous sommes devenus des étrangers. Nous avons arrêté de nous parler, de vraiment nous parler. Je ris amèrement. Et au lieu de me parler, tu t'es jeté dans les bras d'un autre homme. Elle se tut, et je savais que j'avais raison. Est-ce que c'est fini? Demandai-je finalement. Elle acquiesça. Oui. J'ai mis fin à ça dès que j'ai su que tu étais au courant. Et si je ne l'avais jamais su? Elle n'avait pas de réponse à cela. Les semaines qui suivirent cette confrontation furent les plus difficiles de ma vie. Nous vivions sous le même toit, mais le fossé entre nous était plus grand que jamais. Nous fonctionnions, pour les enfants, pour le monde extérieur. Mais intérieurement, nous étions tous les deux brisés. J'ai emménagé dans la chambre d'Amy, incapable de supporter l'idée de dormir à côté d'elle. Chaque nuit, je restais éveillé à penser à elle et à Michael. Comment ils se touchaient, comment ils riaient, comment ils s'aimaient. C'était un supplice. Sabine essayait de recoller les morceaux. Elle cuisinait mes plats préférés, elle m'écrivait de petits mots, elle essayait d'engager des conversations. Mais je n'étais pas prêt. La trahison était trop profonde. Un soir, alors que les enfants étaient chez mes parents, elle vint s'asseoir avec moi dans le salon. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle en me tendant une enveloppe. Je l'ouvris avec hésitation. C'était une inscription à une thérapie de couple. Je sais que tu ne peux pas me faire confiance, dit-elle. Mais je veux y travailler. Je veux me battre, pour nous, pour notre famille. Je la regardais, cherchant des signes de duplicité. Mais tout ce que je voyais, c'était du regret et de l'espoir. Pourquoi devrais-je te donner une autre chance, demandai-je. Parce que nous avons 15 ans qui méritent d'être sauvés, répondit-elle. Parce que nous avons 2 enfants qui ont besoin de nous. Et parce que je t'aime, malgré tout ce qui s'est passé. Je restai longtemps silencieux. Puis je dis, j'ai besoin de temps. Elle acquiesça et me laissa seul. Dans les jours qui suivirent, je réfléchis beaucoup. À notre mariage, à l'avenir, à la possibilité du pardon. Pourrais-je un jour être à nouveau avec elle, sans penser à Michael? Pourrais-je à nouveau lui faire confiance? J'ai parlé à mon frère, qui avait vécu une situation similaire il y a des années. Ce n'est pas facile, dit-il. Mais si tu l'aimes, si tu crois que ça en vaut la peine, alors bats-toi. 2 semaines après la proposition de Sabine, j'ai accepté la thérapie de couple. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je voulais savoir s'il était possible de pardonner. Les premières séances furent difficiles. Nous avons parlé de la trahison, des raisons, des conséquences. Sabine pleurait beaucoup, je restais souvent silencieux. Mais lentement, très lentement, nous avons commencé à parler. Vraiment à parler, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Puis vint le jour où j'ai confronté Michael en personne. Ce n'était pas prévu.
Je récupérais les enfants à l'école, et il était là, sur le parking, souriant et bavardant avec une collègue. Mon sang s'est mis à bouillir. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché droit vers lui. « Michael », dis-je calmement, mais fermement. Il s'est retourné et son sourire s'est figé quand il m'a reconnu. « Thomas », dit-il en avalant sa salive. « Que fais-tu ici ? » « Je récupère mes enfants, répondis-je. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de rencontrer l'homme qui a détruit mon mariage. Sa collègue nous regarda, confuse, et s'éloigna discrètement. « Thomas, je suis désolé », commença Michael. « Épargne-moi tes excuses », l'interrompis-je. « Je ne suis pas là pour entendre tes regrets. Cela signifie choisir, ne pas être prisonnier du passé, mais bâtir un avenir plus fort et plus riche que ce qui a été. Et ainsi, cette histoire ne se termine pas sur un conte de fées parfait, mais sur la prise de conscience que la vie continue, compliquée et imparfaite, mais digne d'être vécue. Sur la prise de conscience que l'amour n'est pas qu'un sentiment, mais une décision, à prendre chaque jour de nouveau. C'est la décision que j'ai prise. La décision que Sabine a prise. La décision qui nous retient ici, ensemble, malgré tout.